Le 16 août 2025, un événement inattendu secoue le Burkina Faso. 57 camions chargés d'armement sont interceptés à la frontière sud, un incident qui semble minime à première vue. Mais cette saisie nous révèle bien plus qu'une simple victoire tactique. Ibrahim Traoré, dans sa gestion calme, nous expose une guerre invisible bien plus complexe. Que nous apprend cette interception ? Comment peut-elle redéfinir la sécurité du Sahel à long terme ? Cette nuit-là, la saisie des camions devient un tournant décisif pour l'avenir du Burkina Faso. L'impact n'est pas qu'un simple coup porté au réseau armé, mais une remise en question profonde des systèmes de sécurité régionaux. Ce qui pourrait paraître comme une victoire ponctuelle révèle des vulnérabilités internes, des chaînes logistiques internationales et des menaces invisibles. Ibrahim Traoré, en refusant l'escalade verbale, impose une vision pragmatique. La vérité doit précéder l'action. Dans cette ère de guerre hybride, chaque détail compte. Et ce succès pourrait bien devenir un modèle pour toute la région. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir immédiat et à long terme ? Lorsque les autorités interdisent l'avancée des 57 camions, elles ne savent pas encore qu'elles viennent de déjouer un réseau complexe. Chaque camion transportait des armes provenant de zones de guerre comme la Libye et le Yémen, formant ainsi un puzzle mondial d'approvisionnement. Ce n'est pas seulement une saisie de marchandises, c'est une fenêtre ouverte sur des stratégies de contrebande qui défient les systèmes de surveillance. Les responsables du terrain, comme le capitaine Moussa Kaboré, ne disposaient que de peu de certitude avant de donner l'ordre d'interception. Son intuition pourtant a déjoué des plans d'envergure. Si cette opération semble être une réussite tactique, elle met aussi en lumière une faille dans la coordination régionale. En effet, sans la réponse rapide d'Ouagadougou, les camions auraient pu échapper à tout contrôle. Mais la véritable question est, qu'est-ce que cette opération révèle sur la résilience du réseau et de l'État face à ce défi invisible ? Au cœur de cette opération se trouve le capitaine Moussa Kaboré, dont la décision d'arrêter les camions à la frontière sud de Burkina Faso marque un tournant stratégique. Alors que les camions progressaient lentement dans la nuit, leur silence et leurs mouvements inhabituels ont éveillé les soupçons. Le capitaine Kaboré, bien que sans certitude absolue, a ordonné l'arrêt des véhicules, déclenchant une série d'événements qui auraient pu changer le cours de l'histoire. C'est une décision prise dans l'incertitude, mais qui, avec le recul, apparaît comme un moment décisif. La coordination entre les forces locales et l'armée centrale a été immédiate. À Ouagadougou, les informations provenant du terrain ont été rapidement analysées et une réponse collective a été mise en place pour verrouiller les routes et empêcher toute fuite des camions. En quelques heures, le pays était en état d'alerte maximale. Ce moment montre l'importance de l'initiative locale face à une menace régionale et la réactivité des autorités burkinabées a permis d'empêcher l'escalade de la situation. Si la vigilance du capitaine Kaboré n'avait pas été aussi rapide, l'impact aurait pu être bien plus grave. Mais cette décision a non seulement arrêté les camions, mais a également servi de déclencheur pour une réponse plus large et plus coordonnée à l'échelle nationale. Le 16 août a marqué un tournant dans la perception de la sécurité au Burkina Faso. Lors de l'interception des camions, l'État a réagi immédiatement, mais ce n'était que le début d'une série de découvertes qui allaient changer la donne. En quelques heures, l'opération qui semblait être une simple saisie d'armes s'est transformée en un modèle de réponse coordonnée face à une menace transnationale. Le processus de décision, d'abord initié par le capitaine Moussa Kaboré, a été amplifié par la rapidité et l'efficacité de la réponse institutionnelle. À Ouagadougou, les autorités ont pris le relais, activant les services de renseignement et coordonnant les actions pour neutraliser les routes de fuite et empêcher toute dispersion des cargaisons. Les perquisitions simultanées dans les entrepôts, les garages et même les domiciles privés ont révélé des stocks d'armement qui dépassaient largement ce que l'on aurait pu imaginer. Ce qui était perçu comme une simple saisie a vite révélé une chaîne logistique internationale bien plus vaste et complexe que ce que l'on pouvait anticiper. Les analystes ont rapidement identifié des réseaux de sociétés écrans et des relais administratifs, ce qui a mis en lumière la résilience et la sophistication des réseaux de contrebande opérant à travers le Sahel. L'ampleur du convoi, composé de 57 camions, a surpris même les plus avertis. Chaque camion représentait une pièce d'un puzzle plus vaste,
une logistique modulaire qui pouvait facilement remplacer ces éléments sans perturber l'ensemble. Cette flexibilité a renforcé la résilience du réseau clandestin, rendant plus difficile la détection et l'interception des flux d'armement. Les premiers chiffres de l'opération ont été révélateurs. Le montant total estimé des transactions liées à ces camions s'élevait à plus d'1 milliard de dollars répartis sur plusieurs juridictions. Cette fragmentation des financements a rendu la détection de ces réseaux encore plus difficile car elle permettait d'éviter les systèmes de surveillance classiques. De plus, les armes provenant de multiples zones de guerre, telles que la Libye et le Yémen, ont souligné la portée internationale de ce réseau et la diversification de ses sources. Les autorités burkinabées, dirigées par Ibrahim Traoré, ont rapidement compris que cette interception n'était pas simplement une victoire tactique, mais un avertissement. Le réseau de contrebande ne se contentait pas d'expédier des armes. Il mettait en place une infrastructure de soutien qui était prête à se redéployer rapidement en fonction des réponses des forces de sécurité. Ce modèle de réseau composite ne laissait aucune place à l'improvisation et nécessitait une réponse multiforme pour être démantelé efficacement. Le traitement de cette crise par Ibrahim Traoré a montré une approche méthodique. Il a refusé la surenchère politique et a concentré ses efforts sur la collecte de preuves tangibles et vérifiables. Plutôt que de se laisser emporter par des discours enflammés, il a choisi d'agir avec prudence, en renforçant la transparence et la coopération avec les forces de sécurité internationale. La réponse de l'État n'a pas été dictée par des émotions, mais par des décisions rationnelles fondées sur des faits. Les conséquences immédiates de cette opération se sont fait sentir à plusieurs niveaux. Sur le plan national, une prise de conscience accrue a eu lieu. Le Burkina Faso n'était plus un simple spectateur de la guerre du Sahel, mais un acteur capable d'identifier et de neutraliser des menaces globales. Ce succès a aussi renforcé la position du pays dans les négociations sécuritaires régionales et a ouvert la voie à une plus grande coopération avec ses voisins, notamment le Niger, le Mali et la Guinée. L'interception des 57 camions a non seulement interrompu un trafic d'armement de grande envergure, mais a aussi permis de recueillir des données précieuses qui ont révélé des aspects inconnus de la menace. Les autorités burkinabées ont rapidement compilé des informations sur les armes saisies, les numéros de série et les sources de financement. Ces preuves quantitatives ont joué un rôle crucial dans l'analyse du réseau clandestin et ont permis de mieux comprendre l'ampleur de la menace. L'une des premières découvertes marquantes a été la variété des armes saisies. Les numéros de série indiquaient des provenances multiples, dont la Libye, le Yémen et d'autres zones de conflit. Cette diversité a non seulement révélé l'ampleur de l'approvisionnement en armement, mais a également montré que le réseau était capable de substituer rapidement ses sources sans compromettre sa capacité opérationnelle. Les analystes ont qualifié ce réseau de modulaire, une structure flexible qui pouvait s'adapter rapidement aux saisies et aux perturbations, ce qui en faisait une cible difficile à frapper. D'un point de vue financier, l'analyse des flux d'argent a permis de mettre en évidence un autre aspect préoccupant du réseau. Les enquêteurs ont identifié des transferts financiers impliquant plusieurs juridictions, dont le Togo, le Ghana et le Nigeria. Des pays souvent utilisés pour détourner l'attention des autorités et brouiller les pistes. Les fonds étaient fragmentés en petites tranches, souvent envoyés via des canaux bancaires internationaux pour éviter les systèmes de détection des sanctions. Cette approche financière sophistiquée a permis au réseau de fonctionner à l'échelle internationale tout en échappant au contrôle traditionnel. En ce qui concerne l'impact militaire potentiel, les autorités ont estimé que la cargaison aurait permis d'armer environ 40 000 combattants, ce qui représente une force considérable. Les analystes ont rapidement fait le lien entre cette ampleur et la préparation logistique derrière l'opération. Ce volume ne correspondait pas à un trafic opportuniste ou improvisé, mais à une opération soigneusement planifiée, visant à équiper une force organisée capable de mener des attaques coordonnées. Ce calcul de l'échelle humaine a renforcé l'importance de l'interception et a mis en lumière la fragilité du système de surveillance des frontières du Sahel. La troisième dimension quantifiable concerne l'empreinte financière globale du réseau.
avec un montant estimé à plus d'1 milliard de dollars, réparti sur plus de 40 comptes bancaires dans différentes régions du monde. Les enquêteurs ont pu retracer les flux de financement à travers des entreprises d'écran et des intermédiaires. Cette opération financière complexe rendait la détection et l'interruption du réseau encore plus difficiles, mais elle a aussi fourni des pistes cruciales pour identifier les responsables à l'échelle mondiale. Les inspecteurs ont remarqué que la fragmentation des fonds et l'utilisation de multiples juridictions ont rendu l'enquête encore plus complexe. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les autorités ont pu comparer les données recueillies sur le terrain avec celles provenant des enquêtes internationales. Les résultats étaient clairs, ce réseau n'était pas isolé. Il faisait partie d'une chaîne de trafic beaucoup plus large, qui s'étendait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les autorités ont donc intensifié leur coopération avec des partenaires internationaux pour démanteler ce réseau global. Ces preuves quantitatives ont non seulement permis de comprendre la portée du trafic, mais ont également servi de base pour renforcer les actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Elles ont constitué un premier pas vers un renforcement des capacités de surveillance et de coopération régionale, indispensable pour prévenir de futures attaques. L'analyse de l'interception des camions du 16 août révèle deux lectures opposées qui méritent une attention particulière pour une compréhension complète de la situation. La première lecture, largement partagée au sein des forces de sécurité, considère cette opération comme la preuve d'une ingérence extérieure bien structurée. Cette lecture est soutenue par plusieurs éléments. La complexité du réseau logistique, la diversité des origines des armes saisies et l'existence de sociétés écrans à travers différentes régions du monde. D'après cette analyse, l'opération du 16 août est vue comme une offensive hybride visant à perturber les équilibres régionaux en utilisant des routes déjà éprouvées, des financements fragmentés et des armes provenant de zones de guerre reconnues. En revanche, une autre lecture, plus sceptique, émerge au sein de certains analystes et segments de l'opinion publique. Ceux-ci soutiennent que l'on pourrait sous-estimer les failles internes du système de sécurité du Burkina Faso. Selon eux, une telle opération n'aurait pas pu se dérouler sans des complicités locales ou des dysfonctionnements au sein des contrôles frontaliers. Cette interprétation met l'accent sur les vulnérabilités internes du pays, qui n'ont pas été assez prises en compte dans l'analyse initiale du réseau. Les critiques soulignent également l'absence de confirmation indépendante des sources de l'armement dans les premières heures de l'interception, ce qui pourrait signifier que l'enquête initiale a été précipitée. La question qui se pose ici est donc de savoir si le réseau identifié était véritablement transnational, comme l'indiquent les preuves externes, ou si les failles internes ont joué un rôle plus important que prévu dans la facilitation de cette opération. Si la première lecture semble accréditer l'idée d'une menace extérieure bien organisée, la seconde suggère que les vulnérabilités locales ont été sous-estimées, contribuant ainsi à rendre cette attaque possible. Une fois les deux perspectives confrontées, il devient évident que la réponse du gouvernement burkinabé doit tenir compte de ces deux aspects. Il ne s'agit pas seulement de se défendre contre une menace extérieure, mais aussi de remédier aux faiblesses internes qui ont permis à ce réseau de se développer. Cette analyse contradictoire nous montre que la sécurité nationale ne peut être abordée de manière isolée. Il faut prendre en compte tant les menaces externes que les lacunes internes pour construire une réponse globale efficace. À mi-chemin de cette analyse, un élément clé du récit émerge, changé à jamais par l'interception des camions, la vision stratégique derrière cet événement. Ce que l'on croyait être une simple saisie d'armement se transforme rapidement en un bouleversement des dynamiques de pouvoir. Ibrahim Traoré, loin de se contenter d'une réaction émotionnelle ou d'une déclaration politique, se concentre sur l'énonciation des faits bruts. Cette approche méthodique permet de mieux comprendre l'ampleur réelle de la menace. Une information capitale est révélée. Les documents saisis indiquent que les auteurs de cette opération avaient déjà prévu une réorganisation institutionnelle prête à l'emploi. Des portefeuilles ministériels, des projets de décrets et des calendriers d'action publique ont été retrouvés parmi les saisis. Ce n'était pas simplement un trafic d'armement, il s'agissait d'un projet de déstabilisation visant à remplacer un gouvernement. Ces découvertes obligent à reconsidérer toute l'opération sous un nouvel angle.
Il ne s'agissait pas uniquement de perturber l'équilibre régional, mais bien de changer les fondements même de la souveraineté nationale. Cette révélation transforme la perception du danger et élargit le cadre de la réponse sécuritaire. Il ne s'agissait pas seulement de sécuriser le territoire, mais de préserver l'intégrité politique du Burkina Faso. Les révélations autour de l'interception des camions ne se limitent pas à un simple ajustement sécuritaire. Elles marquent un tournant dans la manière dont les menaces sont perçues et gérées par l'État burkinabé. En effet, l'événement du 16 août a eu des répercussions tangibles dans plusieurs domaines et son impact dépasse largement la simple saisie d'armes. Sur le plan sécuritaire, une série de mesures ont été prises pour renforcer la surveillance des frontières et des corridors sensibles. Des unités mixtes armées-douanes ont été déployées pour surveiller en permanence les itinéraires identifiés comme des points d'entrée potentiels pour des cargaisons illégales. Ce renforcement des contrôles se base sur des enseignements tirés de l'incident avec un objectif clair, prévenir la circulation de tout convoi similaire à l'avenir. L'État ne se contente plus de réagir aux menaces, il prend l'initiative de les prévenir. Au niveau institutionnel, les révélations concernant les portefeuilles ministériels et les plans de déstabilisation ont accéléré le processus de réforme interne. Les services de renseignement, autrefois fragmentés, ont été fusionnés et unifiés sous une direction centrale, permettant une réponse plus rapide et mieux coordonnée face aux menaces futures. Cette restructuration a permis d'identifier des failles dans la communication interservices, lesquelles ont été rapidement corrigées pour éviter que de telles opérations ne passent sous le radar. L'impact économique de l'incident a également été notable. La réaction rapide des autorités a restauré une partie de la confiance des investisseurs nationaux. Bien que l'incertitude ait marqué les premiers jours suivant l'événement, un retour à la stabilité a été observé. Les dépôts bancaires ont augmenté et une certaine fierté économique a émergé, les citoyens se sentant rassurés par l'efficacité de l'État à protéger leurs intérêts. Cependant, cette période d'incertitude a aussi révélé des vulnérabilités dans la résilience du pays face à des crises externes. L'économie reste fragile et des efforts doivent être faits pour renforcer la diversification économique et réduire la dépendance vis-à-vis des investissements étrangers. Socialement, l'incident a créé un choc qui a renforcé le sentiment de solidarité nationale. Les citoyens, bien que conscients de la menace qui pèse sur leur pays, ont trouvé un certain réconfort dans l'efficacité de l'État. Les discussions à la radio et dans les écoles ont souligné l'importance de l'unité face aux défis. La coopération citoyenne dans la collecte d'informations et la dénonciation de comportements suspects est devenue un aspect clé de la stratégie de prévention. Cette approche communautaire renforce la résilience du pays et favorise un engagement civique durable. Sur le plan régional, le Burkina Faso, en tant qu'acteur clé de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a renforcé ses relations avec ses voisins du Sahel. Des patrouilles mixtes et des échanges d'informations sécuritaires ont été intensifiés, marquant une nouvelle ère de coopération dans la région. Cette collaboration renforcée est essentielle pour faire face à des réseaux qui opèrent au-delà des frontières et dont les ramifications s'étendent sur plusieurs pays. L'interception du 16 août n'a donc pas été un simple événement isolé. Elle a provoqué une série de répercussions profondes et durables dans le pays. L'incident a mis en lumière la nécessité de réformes structurelles, tant sur le plan sécuritaire que socio-économique, et a renforcé la position du Burkina Faso dans la région en tant qu'acteur clé dans la lutte contre les menaces transnationales. L'événement du 16 août a laissé une empreinte indélébile non seulement sur la sécurité du Burkina Faso, mais aussi sur sa trajectoire à moyen terme. À partir des enseignements tirés de cette crise, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec des implications différentes pour l'avenir politique, économique et sécuritaire du pays. Le premier scénario, dit de référence, envisage une continuité dans la gestion des menaces sans changements radicaux. Le Burkina Faso maintiendrait ses dispositifs actuels de sécurité et continuerait à consolider ses alliances régionales, en particulier avec le Niger, le Mali et la Guinée. Les forces armées, bien que renforcées,
ne subirait pas de réformes structurelles majeures, et la coopération internationale resterait centrée sur la lutte contre le terrorisme. Cette trajectoire favoriserait la stabilité, mais risquerait de laisser intactes certaines vulnérabilités internes. Le pays continuerait de gérer les menaces latentes, sans pour autant prendre des mesures décisives pour réformer profondément ses institutions et son économie. L'issue de ce scénario serait une stabilité relative, mais sur une base fragile, dépendant des équilibres politiques internes. Le deuxième scénario, plus optimiste, propose une accélération des réformes sécuritaires et institutionnelles. Fort des leçons tirées de l'incident, le Burkina Faso mettrait en place des réformes structurelles plus profondes en fusionnant ses services de renseignement, en réformant le système judiciaire et en renforçant la coopération transnationale. Le pays investirait également dans des infrastructures sécuritaires avancées, notamment des technologies de surveillance des frontières pour rendre ses systèmes de défense plus réactifs. Cette dynamique pourrait améliorer la position du pays sur la scène internationale, renforcer la confiance des investisseurs et offrir une plus grande stabilité à long terme. Toutefois, une telle transformation nécessiterait un engagement politique fort et un soutien extérieur, notamment des partenaires internationaux qui pourraient hésiter à investir dans un pays encore fragile sur le plan économique. Enfin, le troisième scénario, plus défavorable, envisage une intensification de la pression externe et interne. Si les vulnérabilités internes du pays ne sont pas corrigées rapidement, les tensions politiques pourraient s'intensifier, créant des divisions internes qui compliqueraient la gestion sécuritaire. Sur le plan économique, des restrictions sur les investissements et une possible érosion de la confiance internationale risqueraient d'aggraver la situation. Ce scénario pourrait entraîner une période prolongée de tensions avec des conséquences graves pour la cohésion nationale et la sécurité du pays. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver dans une situation où les défis économiques et sécuritaires se nourrissent mutuellement, rendant toute évolution vers la stabilité beaucoup plus difficile. Ces trois scénarios, bien que contrastés, reposent sur une même vérité. Le 16 août a été un moment charnière qui a ouvert la voie à un choix stratégique décisif. Le pays devra choisir la trajectoire qu'il souhaite suivre pour assurer sa sécurité et son développement. L'importance de la prise de décision dans les mois à venir ne peut être sous-estimée. Chaque scénario présente des risques, mais aussi des opportunités. Le Burkina Faso doit agir rapidement et de manière cohérente pour naviguer entre ces différents futurs possibles. L'incident du 16 août a eu un impact profond sur la perception de la sécurité au Burkina Faso, mais aussi sur la manière dont les citoyens interagissent avec leur propre gouvernement. En réponse à cette crise, il devient évident que la stabilité du pays ne repose pas seulement sur les actions de l'État, mais aussi sur l'engagement actif de la population. Dans ce contexte, l'engagement citoyen devient essentiel pour renforcer la résilience nationale face aux menaces internes et externes. Les autorités burkinabées, en particulier Ibrahim Traoré, ont mis en place une stratégie de prévention basée sur la participation citoyenne. Plutôt que de se contenter d'une réponse sécuritaire purement étatique, l'idée est de renforcer la vigilance à tous les niveaux de la société. Des campagnes de sensibilisation sont lancées pour encourager les citoyens à signaler toute activité suspecte et à participer activement à la surveillance des zones sensibles. Cette approche communautaire ne se limite pas à la simple collaboration avec les autorités, elle incite également les citoyens à prendre une part active dans la protection de leur propre sécurité. L'impact de cette stratégie se fait déjà sentir dans les écoles, les entreprises et même les quartiers résidentiels. La discussion sur la sécurité est devenue une priorité. Les citoyens ne se contentent plus de consommer l'information, ils sont maintenant impliqués dans sa diffusion et dans la prise de décision. Cette évolution est fondamentale pour la pérennité des efforts de sécurité à long terme. Ce n'est plus uniquement un combat entre l'État et les réseaux criminels. C'est un effort collectif qui doit être porté par l'ensemble de la société. Ainsi, le rôle des citoyens devient primordial dans la construction d'une nation plus sûre. Si le gouvernement fournit les moyens et les outils nécessaires, il revient à chaque individu de jouer son rôle dans la protection
et le renforcement de la sécurité nationale. L'inclusion de la société civile dans les processus de sécurité nationale marque un tournant dans la manière dont le pays perçoit sa propre souveraineté. La réponse de l'État burkinabé face à l'incident du 16 août ne s'est pas limitée à un simple réajustement sécuritaire, mais a plutôt conduit à une refonte de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'État, a défini une feuille de route claire pour assurer la pérennité de la sécurité à long terme. Cette feuille de route repose sur 3 axes principaux: l'amélioration de la coopération régionale, l'intégration des technologies dans la gestion de la sécurité et le renforcement des institutions nationales. Le premier axe concerne la coopération régionale, qui est devenue essentielle face à des réseaux criminels opérant au-delà des frontières. Le Burkina Faso, avec l'aide de ses voisins du Sahel, va renforcer les patrouilles mixtes et les échanges d'informations en temps réel. Ce système de coopération intergouvernementale doit permettre de mieux traquer et neutraliser les groupes armés transnationaux avant qu'ils n'atteignent les frontières nationales. Le deuxième axe implique une modernisation de l'infrastructure de surveillance du pays en intégrant des technologies avancées de surveillance des frontières et des systèmes de détection précoce. Ces technologies permettront de repérer rapidement toute activité suspecte et d'intervenir avant que des menaces ne deviennent incontrôlables. Le développement d'une capacité numérique de surveillance sera donc essentiel pour une gestion efficace de la sécurité, en particulier dans un environnement aussi dynamique que le Sahel. Enfin, le dernier axe de cette feuille de route est le renforcement des institutions nationales. Le Burkina Faso investira dans la formation et la professionnalisation des forces de sécurité, ainsi que dans l'amélioration de la transparence des processus de gouvernance. Le pays doit aussi continuer à renforcer son système judiciaire afin d'assurer une réponse rapide et efficace aux actes criminels et terroristes. Cette feuille de route, bien que ambitieuse, doit être mise en œuvre avec une vision claire et un soutien international constant pour garantir son succès à long terme. Si le Burkina Faso parvient à la mettre en œuvre, il pourra non seulement assurer sa sécurité, mais aussi jouer un rôle central dans la stabilité de toute la région du Sahel. L'événement du 16 août, bien plus qu'une simple interception de camions, a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Cette nuit-là, le pays a non seulement fait face à une menace directe, mais a aussi révélé sa capacité à se défendre et à se réorganiser face à l'adversité. Ibrahim Traoré, en tant que leader, a su incarner cette détermination, choisissant d'agir avec une grande prudence et de ne pas céder à la tentation de la surenchère politique. En privilégiant les faits et les preuves, il a montré que la souveraineté d'un pays se mesure aussi à sa capacité à rester calme et rationnel face à la crise. Le capitaine Moussa Kaboré, sur le terrain, a joué un rôle déterminant en prenant une décision difficile dans un moment de grande incertitude. Ce geste, loin d'être héroïque, a été une décision réfléchie, un acte de vigilance qui a permis de protéger l'avenir du pays. Cet incident rappelle que la sécurité d'un pays n'est pas seulement une question de pouvoir militaire ou politique, mais aussi une question de résilience collective. Le Burkina Faso a montré qu'il peut se relever des pires situations et que son avenir dépendra de la solidarité de ses citoyens et de sa capacité à s'unir face aux défis à venir. Au terme de cette analyse, une question demeure. Comment un pays peut-il se protéger efficacement tout en maintenant un dialogue ouvert et sincère avec ses citoyens ? La réponse réside dans la capacité à anticiper, à agir rapidement et surtout à inclure chaque individu dans le processus de décision et de protection. Le Burkina Faso, en surmontant cette crise, a montré qu'il est possible de sécuriser un territoire tout en cultivant un esprit de solidarité nationale. L'appel à l'action est désormais clair. Il est impératif que chaque citoyen prenne conscience de son rôle dans la construction de la sécurité nationale. Les autorités, pour leur part, doivent continuer à renforcer leurs efforts de transparence et de communication pour que chacun se sente impliqué. Mais la véritable force d'un pays réside dans son unité face à la menace. Le Burkina Faso doit désormais s'engager sur cette voie, en transformant chaque défi en une occasion de renforcer son identité et sa souveraineté. Alors,
Qu'en est-il de vous? Comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à l'effort collectif pour un avenir plus sûr et plus stable? Vous avez des réflexions à partager?